Bienvenue à toutes et à tous. Je viens de l'annoncer au sommaire de ce journal. Dans une déclaration à travers leur caucus, les députés nationaux du Nord Kivu déplorent la recrudescence de l'insécurité généralisée à travers la province du Nord Kivu. Ces députés nationaux ont dénoncé 6 formes de menaces à la paix tant attendues. Ils recommandent alors au gouvernement le renforcement de la sécurité de la population, la mise hors d'état de nuire de certains commandants impliqués dans l'insécurité et à la MONUSCO de veiller à l'exécution de son mandat et particulièrement celui contenu dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Suivez. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu observe 6 formes de menaces à la paix tant attendues. 1. La réorganisation des milices dans les territoires de Rutshuru et de Lubero. Alors que les premiers sont soupçonnés d'être des anciens M23, les seconds sont constitués du groupe de Tcheka, du groupe de La Fontaine, des FDLR non encore défaits et d'autres bandits non autrement identifiés. Les kidnappings monnayés à Butembo, à Rutshuru, dans le parc de Virunga, Kanyabayonga Mabenga, à Beni, ainsi que les enlèvements du fait de la guerre, principalement des ADF. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu recommande ce qui suit au gouvernement de la République: le renforcement de la sécurité de la population contre les menaces particulières faites des enlèvements et des kidnappings monnayés, l'accélération du processus de reddition et de regroupement des miliciens et des rebelles nationaux et étrangers, à la MONUSCO l'exécution de son mandat et particulièrement celui contenu dans les accords cadres d'Addis Abeba. Le magazine Forbes vient de publier la liste de 9 chefs d'État africains les plus riches. La Palme d'Or revient à Eduardo dos Santos de l'Angola, Mohamed VI du Maroc, 2e, Obiangema, 3e, Uhuru Kenyatta, 4e, Paul Biya du Cameroun, 5e, King Swati III du Swaziland, 6e, Goodluck Jonathan du Nigeria, 7e, Idriss Déby, il est du Tchad, il est 8e, enfin Robert Mugabe du Zimbabwe, 9e. Alors, que dire de la crédibilité de ce magazine? Nous en parlons dans ce journal avec Papi Tamba. Bonjour, bienvenue. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Bonjour. Alors, quel est votre point de vue suite à cette publication? Un grand étonnement. Un grand étonnement. C'est-à-dire? On ne peut pas comprendre qu'un magazine de cette envergure, nous parlons de Forbes, on ne parle pas n'importe quel magazine, puisse se livrer, en tout cas publiquement, à ce genre de contradictions. Des contradictions parce que si Joseph Kabila, qu'on disait hier, non pas seulement possédait 15 milliards, mais on disait aussi qu'il était parmi les plus riches. S'il n'est pas parmi les 9 premiers, je ne pense pas qu'il soit les 10e, parce qu'on l'aurait cité, on aurait peut-être étendu la liste à 10 personnes. Alors s'il est peut-être les 20e ou les 30e, il n'est plus parmi les plus riches. Même s'il est 10e, il n'est plus parmi, on va considérer comme étant ceux qui sont les plus riches. À quoi joue Forbes? Vous savez, à un certain moment, je ne vais pas dire la France, il y a un magazine qui a parlé d'une somme de 300 millions, d'euros que le président Chirac détiendrait au Japon. J'ai toujours aimé sa réponse. Le président Chirac avait dit que tout cela fera pchit. C'est le mot qu'il a utilisé. Parce que les journalistes voulaient avoir sa réaction. Effectivement, tout cela, par la suite, avait fait pchit. Parce que aucun magazine ou aucune source judiciaire n'a pu démontrer les faits allégués. Donc, à un certain moment, vous qui êtes journaliste, la presse ne doit pas être au service de certains intérêts occultes lorsqu'on veut combattre peut-être des gens. La presse doit être là pour seulement dire la vérité, pour informer sur les faits. Nous parlons aujourd'hui de Forbes. Il y a quand même un documentaire qui vient de se passer sur BBC il y a environ 4 ou 5 jours, sur le Rwanda. Et là, on a découvert des choses plus graves. On a découvert comment des organisations des droits de l'homme ont tout simplement été, entre guillemets, monnayées par certains pouvoirs pour dire des choses dans le sens de la propagande, mais en dénaturant totalement la vérité. On a vu comment est-ce que la presse était utilisée par certaines forces pour, encore une fois de plus, dire des choses. Le peuple congolais doit aujourd'hui se réveiller.
En conclusion, Papi Tamba, ça revient à dire que Joseph Kabila n'est pas un président riche. Il vit de son salaire et des avantages reconnus. Attendez, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Forbes qui a dit hier, à travers un journaliste, que Joseph Kabila était parmi les plus riches et il a même cité son patrimoine. Et aujourd'hui, sur la liste de top 9, pas de Et Joseph lorsqu'on Kabila. n'est pas parmi les 9 premiers, c'est qu'on n'est pas parmi les plus riches. Une dernière question. Pourquoi, vous, de la majorité présidentielle, vous semblez vous réjouir du fait qu'on ne cite pas le nom de Kabila comme étant un président qui s'est enrichi au pouvoir? On n'essaye pas de se réjouir. C'est tout simplement les sentiments de savoir qu'une vérité dans la vie finit par être rétablie. Okay. Dans la vie, il faut pas laisser au mensonge prospérer. Et surtout, si le rétablissement de la vérité vient de la même personne ou de la même source qui hier avait menti, c'est un tel avait ne peut que réjouir. Et nous souhaiterons que Forbes maintenant va se livrer à son travail pour maintenant faire le travail de communiquer et d'informer les gens sans verser ou bien sans céder dans la pratique que nous essayons d'observer auprès de certains journalistes, surtout quand ils sont indépendants. Merci Papi Tamba pour votre passage à ce journal. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci beaucoup. Télé 50 continue à recevoir des invités de marque. François Soudan était ce samedi dans nos murs. Le très prisé directeur de rédaction du magazine Jeune Afrique, plus connu pour sa pertinence de ses écrits, était l'invité de Jean-Marie Kassamba. L'occasion pour eux de faire le tour d'horizon de l'actualité africaine. Suivez. Il n'a fallu qu'environ un quart d'heure de talk-show pour décrypter les questions brûlantes de l'actualité sur le continent. Le débat a commencé la première fois. D'entrée des jeux, le niveau de la démocratie africaine est la première question à être soulevée. Où en sommes-nous aujourd'hui? François Soudan renvoie son interlocuteur à la récente publication Index Ibrahim. Pour l'année 2014, dit-il, la cote africaine est plutôt satisfaisante. Incontestablement, il y a du mieux dans le 2014 que dans le 2013, dans le 2012 et dans le 2011. À chaque fois, il y a une progression qui n'est pas linéaire, il y a des heurts, effectivement, mais il y a une progression de la démocratie. Mais en Afrique, poursuit Jean-Marie Kassamba, la priorité pour les chefs d'État serait, à votre avis, la stabilité économique, la croissance, ou plutôt les alternances politiques? La réponse est au bout des lèvres. Personnellement, avec l'expérience que j'ai de 3 décennies, plus de 3 décennies à parcourir le continent, je dirais que la priorité est incontestablement les indicateurs sociaux, incontestablement le développement économique, incontestablement la santé et l'éducation. Ça n'est que par là que l'on développe une base et une masse critique qui permet d'avancer vers la démocratie. Au sujet de la refonte des constitutions africaines, l'analyse de François Soudan établit aussi bien des parallélismes que des similarités. Les rapports de force sont très différents et les cas sont très différents. Commençons par le Burkina Faso. Il y a une évidente volonté du président Compaoré d'aller au-delà, c'est-à-dire de poursuivre son travail à la tête de l'État, mais il y a un rapport de force qui ne lui est pas forcément très favorable. Cela dit, je reste dans le cas du Burkina Faso, vous avez des chefs d'État de la région, pour ne pas citer Macky Sall, pour ne pas citer Alassane Ouattara, qui ont dit clairement nous voulons que Blaise Compaoré reste à cause de la stabilité régionale. Vous avez le cas du Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso, là où on s'oriente manifestement, bon le président ne s'est pas exprimé, comme vous le savez, il n'a rien dit, mais on s'oriente manifestement vers un référendum sur le changement de la Constitution. Les oppositions africaines dans le jeu démocratique ont-elles un poids dans la région de Grand Lac? Pour François Soudan, elles sont toutes non structurées en Afrique centrale, contrairement à celles de l'Afrique de l'Ouest. Les oppositions en Afrique centrale sont des oppositions moins structurées et moins organisées que ce que l'on trouve en Afrique de l'Ouest. Il y a certainement des raisons historiques. Les sociétés civiles aussi sont beaucoup mieux installées et beaucoup plus fortes en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Alors il faudrait faire toute une analyse pour voir comment et pourquoi on en est là. Mais ce sont des oppositions qui sont en général des oppositions assez friables, qui restent des oppositions très marquées régionalement. Tout est bien, qui finit bien. François Soudan, dont les écrits n'épargnent toujours pas la République démocratique du Congo, revient cette fois avec un regard plutôt positif. Autre chose, tous les directeurs provinciaux à la Société congolaise des transports et ports leur est au renforcement de capacités. Et tous les directeurs viennent de participer à un séminaire de 5 jours sur les nouvelles orientations. Suivez. Après avoir transformé la Société congolaise des transports et ports de la société par action à responsabilité limitée à la société anonyme régie par l'OADA, l'heure est à la remise à niveau des agents et cadres de cette société.
Pendant 5 jours de travaux, les directeurs provinciaux se sont étendus sur le thème « Nouvelles orientations et spécificités respectives ». Sur le plan postal, tout comme sur le plan télécommunication, il y a ce qu'on appelle le renouveau. Il fallait appeler tous les directeurs provinciaux. Vous savez, nous sommes disséminés à travers toute la République. Et déjà, au moment où nous parlons, on revient d'inspection. La fibre est déjà posée d'ici jusqu'au Katanga. Il reste que des équipements de transmission. Donc, on a la province du Bas-Congo, la province de Bandundu, les deux Kasaï plus le Katanga. L'année prochaine sera opérationnelle sur la fibre optique. Donc, nous devrions appeler tous les directeurs provinciaux pour leur donner des nouvelles orientations. Présentation séquentielle des éléments de la feuille de route de la SCTP, instructions sur des questions d'ordre financier, responsabilité des directeurs provinciaux dans le nouveau projet de poste, instructions sur des questions d'ordre juridique, voilà des grands points parmi tant d'autres abordés lors de ces assises. Capacité renforcée, les directeurs provinciaux expriment leur gratitude. C'était une formation on ne peut plus bénéfique pour nous les directeurs provinciaux. À tous égards, tout d'abord compte tenu de la pertinence de toutes les questions qui ont été abordées au cours de ce séminaire. 10 ans après, ce séminaire est tombé à point nommé parce qu'il a pu, n'est-ce pas, nous reconnecter au centre, n'est-ce pas, d'impulsion et de décision de l'entreprise. Ce qui est vraiment très bénéfique pour l'efficacité, n'est-ce pas, de l'action, n'est-ce pas, au niveau de l'entreprise. Un nouveau départ pour la reconquête des espaces perdus au travers un leadership nouveau et innovateur basé notamment sur un esprit d'entrepreneuriat au rythme d'un Congo qui se veut émergent d'ici 2030. Et puis, les travailleurs de la sucrière de Kwilungongo ont déposé auprès du gouvernement de la République un mémorandum. Ils craignent une concurrence déloyale née de l'entrée pour le moins frauduleuse du sucre en provenance d'Angola via le marché frontalier de Lufu, situation qui menace l'économie nationale, a soutenu la délégation des syndicalistes de cette entreprise qui en a fait part à Daniel Mukoko-Samba. La sucrière de Kwilungongo connaît un problème de concurrence déloyale. Et c'est donc le cri de cœur de travailleurs de la sucrière de Kwilungongo en direction du gouvernement central. Ici, chez Daniel Mukoko-Samba, vice-premier ministre, ministre du budget, en sa qualité de responsable du secteur de l'économie, finance et reconstruction. Dans un mémorandum adressé au gouvernement, il rapporte que leur entreprise fait face à une concurrence déloyale née de l'entrée pour le moins frauduleuse du sucre en provenance d'Angola via le marché frontalier de Lufu en territoire de Songololo. Ces employés disent alors craindre une nouvelle baisse de prix du sucre qui pourrait entraîner à son tour non seulement une réduction de salaire, mais aussi la suppression d'emplois. Il y a un problème de ce côté-là, d'autant plus que cette entrée n'est pas réglementée. Raison pour laquelle nous connaissons maintenant un problème de mévente de sucre. Parce que le sucre, maintenant, au niveau du commercial, on nous dit que la vente n'est plus comme elle était auparavant. Raison pour laquelle nous nous sommes dit non, ça c'est un sérieux problème. Parce que c'est la trésorerie de la société qui est touchée. Une démarche démocratique saluée par ce membre du gouvernement qui n'a pas manqué d'encourager un syndicat qui s'est empressé de s'approcher de ceux qui peuvent trouver solution à un problème que de donner place à une manifestation de rue. Et puisque la sucrière se trouve dans le Bas-Congo, on va prendre la direction de cette province, non pas pour une visite à cette sucrière, mais plutôt pour parler de la pose par son vice-gouverneur de la première pierre pour la construction du siège devant abriter le bureau du conseil urbain de la ville de Boma, travaux qui seront financés par l'Association nationale des villes et communes de la République démocratique du Congo. Regardez. Diriger, c'est prévoir du temps, et la décentralisation a un prix à payer. C'est la construction des infrastructures qui devront abriter les différentes institutions communales, municipales et locales. La ville de Boma dans le Bas-Congo vient de mettre la roue en marche en arrachant les financements pour la construction du siège du conseil urbain de Boma. Cette prouesse a été rendue possible grâce à l'adhésion de la ville de Boma sous notre modeste personne dans l'Association nationale des villes et communes de la République démocratique du Congo.